J'enregistre et puis on va voir. Donc en fait, nous, ce qu'on va travailler, je ne vais pas vous donner énormément de boulot, pratiquement pas. Le but, c'est simplement que je vous donne les notions de base, de façon à faire un suivi pédagogique et qui va vous servir au baccalauréat. Donc il y a beaucoup de choses dans ce cours ici, ce qu'on va voir, qui ne vont pas être très utiles, mais ça va vous permettre de mieux comprendre les notions qu'on va décanter par la suite, surtout pour le tout dernier chapitre de l'année qui va être l'analyse de la restauration des œuvres d'art. Donc c'est bon, l'enregistrement est lancé. Vous pouvez retrouver ce cours, cette vidéo sur YouTube, où j'ai fait une chaîne de physique exprès, et vous y aurez accès. D'accord. Alors il n'y a pas grand monde, il y a Clément, Lou, Louis, Lisa, Alexandre, Sébastien, les meilleurs, quoi, à chaque fois. Alors, image photographique. Donc, ce qu'on va découvrir dans ce chapitre, c'est comment fonctionne un appareil photo. Et quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer de façon à obtenir un effet désiré. Par exemple, un effet de flouté sur le fond, mais un premier plan qui est très net. Au contraire, avoir un premier plan flouté et un arrière-plan qui va être très net. Donc, c'est ce qu'on appelle jouer sur la profondeur de champ. Et là-dessus, en fait, euh, il y a différents paramètres à régler sur un appareil photo. Donc moi, je travaillerai surtout sur l'appareil photo argentique. On verra aussi comment est-ce qu'on développe un film photo, même si maintenant, on va travailler plutôt sur appareil photo numérique. Il y a encore des gens qui travaillent sur argentique avec des pellicules. Pourquoi? Parce que la qualité est meilleure, ça donne un rendu artistique plus équilibré. Ça va dépendre de l'artiste, quel support il va vouloir travailler. Je passe là. Alors, avant de rentrer dans l'appareil photo, je vais vous donner des notions de photométrie visuelle. Alors, la photométrie, c'est simplement la partie de la physique qui va parler des grandeurs physiques qui caractérisent la luminosité. Je ne vais pas vous demander de connaître toutes ces valeurs, toutes ces grandeurs. On vous redonnera les formules quoi qu'il arrive. Donc la majeure partie des informations qui nous arrivent du monde environnant, elles proviennent de la lumière, par un système visuel. Notre œil, nos yeux, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux lentilles convergentes qui vont projeter une image sur notre rétine. Et la rétine fait office d'écran. Et elle est sensible donc à la lumière qui est visible. Et pour qu'un objet soit détecté, il faut absolument que la lumière qui soit diffusée et émise ou réfléchie par un objet, elle nous parvient dans notre œil à travers notre pupille. Donc, je ne reviens pas sur le fait que la lumière, elle est constituée par des photons. Ces photons transportent de l'énergie. Donc, plus il y a de photons, plus il y a d'énergie. Et donc, plus notre œil va être sensible s'il y a beaucoup d'énergie qui arrive dessus. Donc, beaucoup de photons. Donc, c'est pour ça, en fait, que plutôt que parler en quanta de photons, on va parler en grandeur énergétique. Ces grandeurs énergétiques, il va falloir les connaître. Il y a juste quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que du point de vue de l'étude, c'est insuffisant pour expliquer la perception visuelle que l'on a. Par exemple, deux sources lumineuses qui ont exactement la même puissance, mais à des longueurs d'onde différentes, c'est-à-dire à des couleurs différentes, ils ne vont pas être perçus de la même manière pour l'œil. Par exemple, notre œil est très sensible à la couleur verte, mais il est moins sensible au bleu. Et cette différence de sensibilité, ça va nous donner un rendu différent en fonction des couleurs. Cette sensation visuelle va être différente. Et en fait, la photométrie visuelle, c'est justement la partie de la physique qui va permettre de décrire mathématiquement une sensation. Et ça, jusqu'à présent, c'est très difficile. Comment est-ce qu'on décrit les sensations? Avec la physique et les équations, en général, on ne peut pas faire. Sauf que là, on a certains termes qui sont bien précis. Le flux lumineux. Donc, ce que je vous demande de connaître, c'est à quoi correspondent en fait ces différents termes. Un flux lumineux, c'est un flux d'énergie. Donc, c'est une quantité d'énergie qui va traverser une certaine surface. Et c'est elle qui est en rapport avec la sensation lumineuse. Donc, c'est la quantité de lumière qui est émise par seconde
par une source lumineuse. Alors, l'unité du flux lumineux, c'est ce qu'on appelle les lumens, que vous devez connaître. Donc, plus une lampe est puissante, plus son flux lumineux va être puissant. Donc, F, ça va dépendre du type de lampe qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise une lampe halogène, une lampe à LED, une lampe classique, c'est-à-dire à filament, etc. Elles ne vont pas avoir le même flux lumineux. Donc d'ailleurs, maintenant sur toutes les boîtes de lampes que vous voyez, il y a toujours l'indication en lumen qui est là. Et donc, on peut ramener ça à des tableaux. Par exemple, des lampes à 60 watts, elles ont des flux lumineux qui sont inférieurs à 1000 lumens. Mais par contre, les puissances de l'ordre de 150 watts, ben là on a des flux lumineux qui sont plutôt de l'ordre de 2500 watts. Etc., etc. Tout ça on le retrouve à chaque fois. Pareil, je ne vous demande pas de connaître ces valeurs. Monsieur, il n'y a plus de flux, je vais demander. Tu m'étonnes. C'est que moi qui bug ou pas? Lisa, qu'est-ce qui bug? Ta connexion est excellente pour toi. Il y a aucun une latence. Nickel. Ah, l'image n'est pas figée là. Moi j'ai le son, le retour de cam et tout. Nickel. Je retourne là. Hop. Alors, l'éclairement, ça c'est plus important. L'éclairement, c'est une notion instinctive. Si on a du mal à lire un livre, bah, c'est simplement parce que peut-être que la lampe est trop éloignée. Vous rapprochez la lampe, ben, vous arriverez à mieux lire. Donc en fait, cet éclairement, d'un point de vue pratique, on considère que l'éclairement, c'est le flux lumineux divisé par la surface apparente. Donc là, on a une lampe qui en développe un flux lumineux et qui va éclairer une certaine surface. Donc cette surface va définir à partir du flux un éclairement sur notre surface en un point. Donc on va simplement dire que l'éclairement en son point, c'est le flux défini par la lampe, divisé par la surface qu'éclaire cette lampe à cette distance. Donc E est égal à F, divisé par S. Pareil, la formule vous sera redonnée. Vous n'avez pas besoin de la faire. Ouais. Alors, c'est vrai que si on regarde, le flux c'est en lumen, la surface c'est en mètres carrés, donc l'éclairement c'est en lumen par mètre carré. Et en fait, l'unité légale de l'éclairement, c'est ce qu'on appelle le lux du bâtiment. LX. D'accord? Un lux, c'est un lumen par mètre carré. Alors, ici, c'est des conseils d'éclairement. C'est un tableau que j'avais repris de l'ancien baccalauréat de STD2I, où on vous demandait, ben voilà, calculer l'éclairement dans telles conditions. Et puis ensuite, la question était, est-ce que l'éclairement est suffisant pour pouvoir se regarder dans un miroir, je crois que c'était. Et on faisait le calcul, on trouvait qu'on avait un éclairement de 400 lux, et donc c'était inférieur à 500, donc c'était pas suffisant pour pouvoir se regarder dans un miroir. Voilà ce qu'on peut vous demander. D'accord? Pas grand chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 150 lux, si vous êtes en dessous de 150 lux, il n'y a pas assez de luminosité pour pouvoir regarder, pour pouvoir voir l'objet. Donc il n'y a pas assez d'éclairement. L'intensité lumineuse. Alors ça, c'est un autre paramètre. Elle sert à mesurer l'éclat d'un objet qui est perçu par l'œil humain. Son unité, c'est le candela. Alors d'où ça vient le candela? Ça vient de la première définition de l'intensité lumineuse. Avant, on mesurait l'intensité lumineuse en fonction du nombre de bougies. Si on a une bougie, on a un candela. Si on a deux bougies, on a deux candela, etc. etc. Donc c'est l'ancienne unité. Un candela correspond à l'intensité lumineuse d'une bougie. Donc c'est la grandeur de base en fait de la photométrie. Donc on additionne les bougies, on a tant de candela. La luminance, c'est une sensation. Alors c'est là qu'on rentre dans la difficulté de comprendre que la perception lumineuse n'est pas la même pour tous. On n'a pas la même sensation visuelle. Donc la luminance, c'est la sensation visuelle qu'on a d'une lumière. De toutes les grandeurs photométriques qui caractérisent la lumière, c'est celle qui concerne vraiment l'être humain. Puisque notre organe, il ne sait que compter qu'en luminance. Il ne va pas compter en intensité lumineuse.
Lorsque vous êtes gêné, parce qu'il y a beaucoup de lumière, justement, c'est parce qu'il y a une luminance qui est très forte. Et vous ne pouvez plus le voir. Lorsqu'un phare nous éblouit, c'est la luminance qui est en cause, c'est pas l'intensité lumineuse. Et donc, que l'on regarde, on peut prendre un cercle chromatique quelconque, et en fait, la luminance, en fonction de la luminance, on va avoir ce cercle avec une notion de luminosité plus ou moins forte. Soit il va être très pâle, soit au contraire, les couleurs vont être très contrastées. Donc la notion de pâleur va être reliée à cette luminance. Pas de calcul, rien à voir, c'est juste à savoir ce que représente la luminance. Une question qui peut tomber au baccalauréat, la connexion est pire que le bac. Ta connexion est très bien, Yato. Ah non, problématique. Ah bah, t'es capable de tout faire du monde aussi. Donc t'as une mauvaise connexion, comme ça. Bref, je sais plus comment on était. Ouais, question baccalauréat. Moi aussi. Louis, vas-y. Je donne la parole à toi. Vas-y, tu peux parler. Donc tu branches ton micro, Louis. Je te dis. Oui, ça marche. Énorme. Donc, je disais, au bac, ce qu'on peut vous demander, c'est en quoi la luminance est-elle importante pour l'être humain. Voilà. Parce que la luminance est tout simplement reliée à la sensation visuelle qu'on a de la lumière. Hop, je reviens là-dessus. Moi, ce que je voudrais, c'est arriver à l'appareil photo. Ça, on s'en fiche. D'accord, on va zapper. La luminance, c'est l'intensité sur la surface apparente. Donc ça, franchement, on va zapper. C'est un petit peu compliqué. Moi, ce qui m'importe, c'est plutôt ce graphique. Que vous compreniez ce graphique. Comme je vous disais, l'œil humain est sensible plutôt au vert, est très sensible au vert et beaucoup moins sensible aux longueurs d'onde rouge et bleues. Pourquoi? Parce que si on regarde la luminance de notre œil, ça va être sa capacité à capter une longueur d'onde, donc une couleur en particulier plutôt qu'une autre, et bien on voit en fait que le vert, c'est la couleur justement pour laquelle l'œil est très sensible. Alors que vers le bleu, c'est beaucoup moins sensible, et le rouge, un peu plus sensible, mais quand même beaucoup moins que le vert. Donc l'œil est très sensible au vert, et c'est pour ça en fait que pour deux intensités identiques, mais des longueurs d'onde différentes, si on prend du bleu et du vert avec la même intensité, ben, l'œil sera beaucoup plus sensible au vert que le bleu. Alors, voilà, là, c'était simplement les données photométriques qui m'intéressaient. On va plutôt maintenant s'intéresser vraiment à l'appareil photo. Donc, ce que vous devez connaître pour votre baccalauréat, c'est de quoi est composé un appareil photo basique. Donc, un appareil photo, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif. L'objectif, c'est une lentille, tout bêtement, une lentille convergente, qui va focaliser la lumière à un endroit bien précis. Un diaphragme qui va pouvoir sélectionner une partie de la lumière. Donc quand le diaphragme est ouvert, il y a beaucoup de lumière qui rentre, ce qui peut saturer l'image. Quand le diaphragme est fermé, alors il y a peu de lumière qui rentre. Et par contre, là, on pourra avoir une image qui est un peu sombre. Ensuite, on a normalement, ça j'enlève pour le moment, la lumière va directement sur un film. Alors il y a l'obturateur. L'obturateur, ça sert justement à ne pas laisser passer la lumière sur le film. Il va s'ouvrir quelques microsecondes de façon à imprimer l'image sur le film photographique.
Après, là, c'est simplement un miroir qui va vers un prisme et qui dirige ce que l'on voit directement à l'œil, quel sera le rendu de la photo. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, les rôles respectifs de l'objectif. L'objectif, lui, va former une image à un endroit bien précis. Je vous rappelle, le cours sur les lentilles, qu'est-ce qu'on avait fait juste avant, et le cours de l'an dernier sur les lentilles. Donc, vous devrez être capable de dire, voilà, si mon objet est situé à tant de mètres de mon appareil photo, comment je dois régler mon appareil photo de façon à ce que l'image se forme bien sur ma pellicule photographique. Ça va être ça la question. Et en général, ça vous sait bien faire. L'obturateur, lui, il va justement réguler l'intensité de la lumière qui va rentrer à l'intérieur de l'appareil photo. Et donc aussi de régler ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est là-dessus que ça va être intéressant pour vous, c'est de savoir régler cette profondeur de champ. On va définir ce qu'est la profondeur de champ. Et voilà, sur quel est-ce que je veux un premier plan qui soit flouté, un arrière-plan qui soit clair, ou alors un premier plan tout flouté et un très clair, pardon, et après l'arrière-plan qui soit tout flouté. Voilà, c'est ça la grosse différence. On va voir comment on peut, sur quels paramètres on peut jouer, de façon à avoir un effet de profondeur de champ comme on le souhaite. Et enfin, l'obturateur. Avant, il y a l'obturateur. Donc l'obturateur, lui, il ajuste le temps d'exposition. Et on va voir, on peut aussi faire des effets artistiques en jouant sur l'obturateur. Des effets de fond filé, des choses comme ça. Faire un effet de mouvement sur une image qui est figée, en jouant sur le temps d'exposition. Donc l'obturateur, on va pouvoir obtenir cet effet. Le zoom. Le zoom, en fait, ça va être justement ta mise au point. Ça va être à quelle distance tu vas focaliser ton objectif, ta lentille, sur ton écran. Il va falloir que tu obtiennes une image nette. Donc pour ça, tu joues sur le zoom. C'est bon, Clément ? Et enfin, le film, ça sert à recueillir la photo. D'accord ? Recueillir l'image. Alors ce sera un film ou des capteurs CCD pour l'appareil photo numérique. Alors, et on va étudier chaque composant de façon séparée. Et vous devrez ensuite savoir comment on va les relier. Alors, l'objectif, c'est une lentille convergente qui va donner une image réelle sur la surface sensible d'un appareil photo. Donc la surface sensible, ça va être la pellicule ou le capteur CCD. L'objectif, donc, il se caractérise par sa distance focale, son ouverture relative et son angle de champ. Alors, les deux derniers termes, vous allez voir, on n'a pas trop besoin de savoir, vous n'allez pas avoir de calcul à faire. La seule chose que vous devez retenir, ça va vraiment être sur la distance focale. La distance focale, c'est tout ce qu'on a travaillé sur les lentilles précédemment, et là j'insiste, il va vraiment falloir que vous maîtrisez la formule de conjugaison des lentilles. Donc l'objectif, c'est l'élément clé de l'appareil photo, c'est lui qui va donner la qualité de la photo. En plus du réglage de l'article du photographe. Donc, la distance focale d'un objectif photographique, ça va être la valeur qui correspond entre le centre de la lentille et où les rayons se croisent à l'arrière de la lentille. Donc c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait le cours sur les lentilles. On a des rayons qui sont parallèles entre eux, qui arrivent sur la lentille, ils vont tous converger en un seul point, ce qu'on appelle le point focal. Et donc ce point focal, suivant la distance à laquelle il se trouve en arrière de la lentille, ça va caractériser la distance focale, qui est en général de l'ordre de quelques centimètres. Sur les schémas suivants, là on va parler d'angle d'ouverture. On va faire varier justement cet angle d'ouverture. Alors qu'est-ce que c'est que l'angle d'ouverture ? Ça va simplement être la quantité de lumière que je vais faire rentrer à l'intérieur de mon appareil photo. Là j'ai un faible angle d'ouverture, là j'ai un grand angle d'ouverture. Et qu'est-ce que l'on va voir ? Plus la distance entre le capteur
qui est ici, et le centre optique est grande, plus l'angle d'ouverture va être faible. Donc là, en fait, on a une distance entre notre objectif et notre capteur qui est assez grande. Donc, je prends les limites de mon capteur, je fais passer par le centre optique, ça me donne un certain angle d'ouverture. Si maintenant je rapproche mon capteur de mon centre d'objectif, et ben on voit qu'on a un angle d'ouverture qui est beaucoup plus grand. Donc ça me permet en fait, dans cette situation, de prendre des champs larges, on appelle ça. Donc quand on veut faire des photos en champ large, on est obligé d'avoir une distance, une longueur focale qui soit courte pour faire du grand angle. Si on veut faire un petit angle, maintenant on doit avoir une focale qui est grande. Voilà, c'est ces notions en fait qu'il faut que vous connaissiez. Savoir, je ne vois pas la moitié du tableau, c'est normal. Non, c'est pas normal, Sébastien. Clément. Je veux parler sur le micro, attends. Go. Faut que tu branches ton micro. Clément. Il est branché, Lily. Non, il n'est pas branché, on comprend pas. Est-ce que en haut à gauche, à côté de la main et de la webcam, il faut que tu cliques et que ce soit en vert. C'est bon, je l'ai mis. Voilà, le boulet, il a réussi. Ok, Alors, est-ce que juste je voulais savoir, est-ce que c'est le centre optique qui a une, est-ce que ça a une incidence aussi ou pas sur où il y a que la distance sur l'ouverture? là, le centre optique, c'est un point. C'est là où est ta lentille, c'est le centre de ta lentille, la centre de ton objectif. Donc, non, il n'a pas d'incidence. Ça change pas en fonction des appareils photo quoi, ouais, c'est toujours le même. Le centre optique, c'est là où tu as placé ton objectif. Ça bouge pas. Ok, ok, Alors, ce qui est merci. important, c'est vraiment la distance entre, justement, ton centre optique et ton écran, donc ton capteur. Mais c'est proportionnel du coup, non? Ça veut dire quoi proportionnel? Bah, il y Pourquoi? a une relation, Oui, mais en après, gros, pas ok, besoin. Là, il n'y aura pas de maths là-dessus. Hein. Tout ce que vous devez retenir, c'est que si vous voulez faire du grand angle, la question qui tombe au bac, en fait, c'est donc quelle est la condition sur la distance focale à choisir pour faire une photo grand angle? Eh bien, vous allez dire qu'il faut une distance focale courte. D'accord? ok, merci. De rien. Et baisse la main, sinon après les autres ne pourront pas prendre la main. Merci. Ok, donc voilà, ça c'était simplement la notion d'ouverture, d'angle d'ouverture, et de comprendre en fait que lorsqu'on est en grand angle, on a une courte distance focale, quand on est en petit angle, on a une grande distance focale. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur cette partie grand angle. Ma souris. Alors, le champ angulaire. Donc ça, c'était un sujet de bac, il y a très 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 longtemps, je pense qu'il ne pose plus beaucoup de questions comme ça, on ne sait jamais. Les courtes distances focales, c'est donc ce que je vous disais, elles sont appelées grand angle, elles sont utilisées en architecture, pour les photographies de paysages ou les groupes de personnes également. Et les grandes distances focales sont disponibles sur les téléobjectifs. D'accord? Donc, courte distance focale, ben, c'est quand on veut justement prendre un grand angle, un bâtiment en entier, par exemple, architecture, etc. Par contre, les paparazzis, eux, ils ont besoin d'une grande distance focale pour avoir des petits angles. Et donc, observer des choses qui sont en plus très très longues. On va voir que quand la distance focale est courte, on va pouvoir aller observer des choses très longues. Et donc, vous avez une téléobjectif immense. Vous allez voir pourquoi par la suite. Alors, le champ angulaire, c'est l'angle du cône dans lequel doivent se situer des objets à l'infini pour que leurs images apparaissent sur l'image photographique. Ça, franchement,
n'avez pas besoin de connaître cette définition exactement par cœur. D'accord? Tout ce que je vous demande de reconnaître, c'est ça. Un champ angulaire restreint, il correspond à une grande focale. Un grand champ angulaire correspond à une petite focale. Voilà la question qu'il faut avoir. En fait, voilà une illustration. Vous avez votre appareil photo qui est là. Okay. Donc là, on est à une courte focale, dans cette position. Donc la pellicule est ici, notre objectif est ici, courte focale. Bah, si on regarde sur la pellicule, on arrive à cadrer tous ces objets dans notre appareil photo. Et donc, la photo qu'on va obtenir, ce sera sur la droite, ce sera celle-là. On va obtenir quelque chose de... Par contre, maintenant, on prend un téléobjectif, donc à grande focale. La distance entre l'objectif et la pellicule, ce sera ça. Et pour délimiter le champ de vision, on croise par rapport au centre optique, et en fait, on aura une image que sur ce cavalier. Donc, voilà ce que l'on obtiendra. Est-ce que ça, c'est compris? Ça va ou pas? Oui, qui met la petite plante. C'est quoi la petite plante? Je comprends. Ah, tout trop bien. Et à fond. Ok, ça c'était une image aussi reprise d'un sujet de bac. Plus l'objectif est loin, plus on peut avoir une grande focale. Plus l'objectif est loin de ta pellicule. Oui. D'ailleurs, si ton objectif est loin de la pellicule, forcément tu es obligé d'avoir une grande focale. Non, long. Plus l'objectif est long, plus on peut avoir... Oui, bah c'est pareil. C'est ça. L'objectif, c'est des grands trucs comme les paparazzis, ou un truc comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les paparazzis, ils ont des grands téléobjectifs. Parce que comme ça va être fait avant, ben, eux, ils vont pouvoir zoomer sur quelque chose, un objet qui est très très loin. Alors qu'un appareil photo normal ne pourrait prendre que cette photo. Un grand téléobjectif de paparazzi, il va pouvoir zoomer sur un tout petit objet. Oui, c'est un peu pareil. Donc, là, par exemple, sur la photo dessous, vous avez le champ angulaire qui diminue. Et donc, la distance focale augmente de gauche à droite. À gauche, on a une distance focale pour un objectif de 28 mm, donc courte, ce qui fait qu'on a un grand champ. Ensuite, on passe à 55 mm. Vous voyez, on focalise un peu plus sur le bâtiment. Et 105 mm, là, on focalise vraiment sur une partie pile du bâtiment. Mais on est toujours situé à la même distance de ce bâtiment. On a simplement changé la focale. Donc en changeant la focale, vous arrivez à zoomer. Et j'aime pas trop donc que vous l'utilisez souvent au jour du bac, le terme zoom. Il vaut mieux dire que le zoom correspond à l'utilisation de la bonne focale. C'est compris pour le champ angulaire qui est influencé justement par le choix du téléobjectif. Ok, on continue. Allez, on passe au diaphragme. Donc le diaphragme d'ouverture, donc c'est un objet en fait, qui va permettre de s'ouvrir plus ou moins. Donc là, il est très ouvert, là un peu moins, et là il est petit. Donc c'est sûr, c'est comme si vous aviez un opercule, et puis si vous ouvrez beaucoup cet opercule, il y a beaucoup de lumière qui va passer à l'intérieur. Si vous n'ouvrez pas beaucoup, il y a peu de lumière qui va passer à l'intérieur. Donc, l'ouverture, elle va représenter la quantité de lumière qui va traverser l'objectif à travers le diaphragme. Plus il y a de lumière, plus le film photographique ou les capteurs CCD vont être sensibilisés. Donc il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça sature. Là, vous n'avez rien sur votre image. Au contraire, vous avez un fond noir. Et si on n'a pas assez, vous ne voyez rien non plus parce qu'il n'y aura pas eu assez d'énergie pour activer les photorécepteurs. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le nombre d'ouvertures est caractérisé par la lettre F sur l'objectif. Vous pouvez tourner des petites dagues, donc la dague de la focale déjà, et la dague du nombre d'ouvertures. Et ce nombre d'ouvertures est caractérisé par F.
Ne me demandez pas pourquoi il faut demander ça au photographe. Moi, c'est plutôt pour la focale, et N pour le nombre d'ouverture, moi, c'est pas ce qu'ils ont pris. En tout cas, plus la lettre F est petite, plus l'objectif va être dit lumineux. Ça veut dire que plus F est petit, plus il va y avoir de lumière qui va rentrer. Donc, on va avoir, on va être dans cette situation. Donc là, on est avec un F petit, 1,4. Là, on a un grand diaphragme qui est ouvert. Et quand on passe à 16, donc grand nombre d'ouvertures, il y a très peu de lumière qui passe. Alors, vous voyez, en fait, tout est contraire en photographie. Grande focale, c'est petit angle. Courte focale, c'est grand angle. Grand nombre d'ouvertures, c'est pas beaucoup de lumière. Petit nombre d'ouvertures, c'est beaucoup de lumière. Tout est à l'opposé. Du moment, une fois que c'est fait, une fois que vous avez compris, c'est pas un peu comme... Ah. Donc, la fonction fondamentale du diaphragme, c'est de régler l'étendue du champ de netteté. C'est-à-dire, votre diaphragme, il va jouer vraiment sur votre profondeur de champ. L'étendue de la netteté, ça veut dire que si par exemple, je voudrais photographier un objet qui est situé ici, en fonction de mon nombre d'ouverture, je vais pouvoir avoir une image nette de cette distance jusqu'à cette distance. Et en jouant sur mon nombre d'ouverture, je vais pouvoir réduire cette distance. C'est-à-dire les objets qui seront situés devant ou après encore, mais ils apparaîtront flous. Et ça, on va jouer grâce à ce nombre d'ouvertures. Donc il va y avoir deux implications. La netteté de l'image, où est-ce qu'on veut que l'image soit floutée, c'est clair. Et en plus, sur la luminosité de votre image. Donc il va y avoir deux influences, luminosité et profondeur de champ. Donc ce que je vous demande de connaître, et ça cette définition elle est importante, lève la main Guetta, qu'est-ce qu'elle a Guetta? F16 c'est une grande ouverture, ouais, F16 c'est un grand nombre d'ouvertures, mais ça correspond à un tout petit trou, donc à un diamètre d'ouverture tout petit. Ça va, ma petite Guettin? Loulou! Je vais venir chercher toi là-bas. T'as pas le droit de sortir, Clément. Tu galères. F16, grand nombre d'ouvertures, donc pas beaucoup de lumière. F 1,4, petit nombre d'ouvertures, donc comme lumière. C'est le contraire. Ça va? Pense toujours contraire. Ouais, ok. Donc, ce que je vous demande de connaître impérativement par cœur, c'est la définition de la profondeur de champ. Donc, profondeur de champ, c'est la distance qui sépare le premier plan net du dernier plan net d'une scène photographiée. On va un peu détailler tout ça. Alors, une ouverture trop grande, l'avant et l'arrière. Donc, si vous prenez un nombre d'ouvertures trop grand, donc, pas beaucoup de lumière, vous allez avoir l'avant-plan et l'arrière-plan qui vont être l'image, elle produit une sensation désagréable. En fait, vous faites le focus simplement sur l'objet, et tout ce qui est autour de cet objet va apparaître flouté. Par contre, si le nombre d'ouvertures est trop petit, l'image, elle va être uniformément nette. Bah, en général, pour un portrait, ça ne convient pas. Quand on fait une photo d'un portrait, au contraire, on veut se focaliser sur le portrait, et qu'autour du portrait, ce soit un petit peu flouté. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire comme type de photographie, il va falloir que vous ajustiez votre nombre d'ouvertures avec la bonne valeur. Alors, ça peut se calculer, un calcul numérique pour faire ça, mais vous êtes des artistes et plus, vous, ça va plus être au ressenti, vous allez regarder, etc. Le problème, c'est que avec les vieux appareils photo, en jouant sur le nombre d'ouvertures, on pouvait savoir le résultat uniquement au développement photo. Alors, l'avantage avec les appareils photo numériques maintenant, c'est qu'on choisit le nombre d'ouvertures et on peut directement voir quel va être le rendu.
sans pour autant gâcher de la pellicule. Donc ça, c'est le gros avantage. Tous les autres qui viennent pas, là, c'est pas... Moi, je suis obligé de dire là-haut tous les absents. Hein. Je suis obligé de dire là-haut tous les absents. Hein. C'est drôle. Parce que je fais les ici. Alors, comment on calcule ce nombre d'ouvertures? Le nombre d'ouvertures, ben, il est relié à la focale de l'objectif et au diamètre du diaphragme. D'accord? Ça va être la partie un petit peu mathématique sur laquelle on va s'attarder, qui va un peu vous poser des problèmes. Donc, N, le nombre d'ouvertures, c'est F, la valeur de la focale que l'on utilise, divisé par grand D, le diamètre du diaphragme qu'on va utiliser. C'est pour ça, plus D est petit, plus N va être grand. Donc, là, on retrouve le truc. Plus le diamètre va être petit, c'est-à-dire moins il y a de lumière qui passe, bah, plus N va être important. Et inversement, si F est grand, bah, N grossit. D'accord? Alors, les valeurs qui sont disponibles sur une bague d'un appareil photo classique, c'est celle-là. 1, 9, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 et 22. Donc, 22, c'est qu'on n'a pratiquement pas de lumière qui passe, c'est une petite ouverture. Et après, ça augmente. Quand on redescend, là, on va avoir une grosse ouverture. Juste une remarque, alors ça, c'est plus pour les spécialités qui vont travailler en appareil photo, c'est qu'on passe d'un nombre à un autre avec un facteur de racine de 2 entre les deux. Avant, vous me faisiez démontrer, mais... Ouais. Alors, on va faire un petit exo d'illustration. Donc, et on s'arrêtera là parce que je pense que vous allez un petit peu galérer à suivre les là. N, c'est le nombre d'ouvertures. D'accord? C'est justement, c'est ce qui caractérise, c'est ce qu'on voyait avant, c'est ce nombre-là, c'est le F, qui est sur la dague de l'appareil photo. En physique, on va le noter N pour nombre d'ouvertures, ce sera beaucoup plus simple. Donc, N 1,4, 2,8, 4, 7. Okay, donc, ça correspond à l'ouverture de ton diaphragme. Quand N est petit, tu vas avoir un grand diamètre d'ouverture. Quand N est grand, tu vas avoir un petit diamètre d'ouverture. Mais F, c'est quoi alors? Alors, F, c'est la distance focale. C'est la distance à laquelle tes rayons lumineux vont converger. C'est la distance entre ta lentille et ta pellicule. Ça va? D'accord? Exactement. Monsieur Gâteau, il est passé. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme le schéma qu'on faisait en cours? Oui, exactement, tout à fait. C'est bien, vous avez quelques réminiscences du passé. Vous n'avez pas tout perdu. Alors, pourquoi ce choix sur la bague d'un appareil photo? Donc là, on va faire un exercice d'application. On a un photographe qui décide de faire une première prise avec un nombre d'ouverture de 4. Et on a une focale de 50 mm. Énoncer la relation entre N, F et D, bon bah ça, c'est du cours. Et encore maintenant, il vous la donne. Donc il n'y a pas à la connaître. Il se dit que N, c'est F sur D. Et donc si on veut calculer le diamètre du diaphragme dans ces conditions avec un nombre d'ouverture de 4, ben on a juste à dire, quand N est égal à F sur D, je veux isoler D. Donc D, je ne fais pas de côté, ça fait D égale F sur N. On a qu'à remplacer F, c'est 50, il est en millimètres, il faut le convertir en mètres, donc ça fait 50 moins 3, N, 4, donc on trouve du 0,0125 mètres. Ça, c'est le diamètre d'ouverture de votre diaphragme. Maintenant, on vous demande de calculer la surface d'ouverture de l'iris. Comment est-ce qu'on calcule une surface? Déjà, ça va être quoi la forme de l'iris de l'appareil photo?
Quelqu'un peut me l'écrire. Exactement. C'est quoi la surface d'un cercle? Ouais, et comment on calcule l'aire d'un cercle? L'aire d'un disque, d'ailleurs. Rayon, c'est pi. Ouais, bien, pi fois r au carré. Parfait. Donc, S1, la surface de l'iris, ça va être pi fois le rayon de l'iris au carré. Et on n'oublie pas que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, comme on a le rayon carré, c'est le diamètre au carré divisé par 4. Diamètre qu'on a calculé juste avant. Et comme ça, on trouve une surface d'ouverture de notre iris d'appareil photo de 1,23 cm². N, c'est le nombre d'ouvertures. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce nombre d'ouvertures qui peut varier 1,4. Plus N est grand, moins tu auras d'ouvertures. Sur les dates des appareils photo, elles sont notées petit f. C'est juste sur l'appareil photo. Après, dans les calculs, on va noter grand N. Pourquoi 2? Il y a où des 2? C'est pas des 2? Donc, si c'est avec ça qu'on joue avec... Donc, si c'est avec ça qu'on joue avec... Oui. D au carré. À côté de la formule. Tu vas être des 2. Je te laisse la parole, attends. Vas-y, tu peux brancher ton micro, Lisa. Lisa? Là, c'est bon? Ça y est, c'est bon. Ah! Vous m'entendez, hein? Oui, je t'entends. Ah, ok. C'est S1 est égal pi, R et tout, là. Et après, au bout d'un moment, c'est D1 au carré, c'est ça? Ouais, pi fois le rayon au carré, le rayon de l'iris. Et comme le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, c'est d'accord? Ah, attends, je vais le faire autrement. Ça va un feutre. Hop. Ah, normalement, ça c'est... Ouais, là, vous voyez, il n'y a pas le reflet. Comme on a S1, c'est égal à pi, R1 au carré. R1, tu sais que c'est le diamètre divisé par 2. C'est d'accord? Donc maintenant, ce que je fais, je dis que c'est pi. Et à la place de R1, je mets D1 sur 2, mais je n'oublie pas le carré. Oui. Et donc, si je distribue mon carré, ça fait pi, D1 au carré, et 2 au carré, ça fait 4. On avait là. Oh, ok. C'est bon? It's a good. Yeah. Oui. Comment je déconnecte? Je déconnecte. Ok. Alors, n'oubliez pas, je mettrai aussi la vidéo sur YouTube, hein, pour retrouver tout le cours sur YouTube. Et je vous enverrai le lien et tout. Alors, le photographe, on finit là-dessus. Il décide de faire une deuxième prise, cette fois-ci avec toujours la même focale, mais il diminue son angle d'ouverture. Ça veut dire qu'il augmente le diamètre de son diaphragme. Donc la surface devra augmenter. Donc on refait exactement le même calcul. D'accord. Vendredi 9h, c'est ça, ouais. Et on refait exactement pareil, on voit que le diamètre, bah,
il est passé de 0,125 à 0,0179. On voit bien en fait que le diamètre a augmenté. D'accord. Et ce qu'on vous demande, c'est de calculer le quotient D1 sur D2. Et on trouve 0,7. Et 0,7, c'est quoi? Ah. C'est le rapport de 1 sur racine de 2. D'accord? On finit juste l'exercice, je vous laisse noter. Vous avez noté ça ou pas? Tu m'étonnes, lui n'a jamais rien, de toute façon. Alors, Vital. Combien les Italiens avec le coronavirus? La Juve va être décimée. Dans le Barça, on n'est pas modèle. Alors, pour finir, donc on fait maintenant le rapport des diamètres, on trouve ce 0,7, et puis on avait fait avant, et on devrait donc trouver 1 sur racine de 2. Quand on calcule 1 sur racine de 2, ben on retrouve le 0,7. C'est le cas. En fait, simplement pour montrer, voilà pourquoi on a fait ce choix de valeur sur les dagues, c'est simplement pour dire qu'à chaque fois, il doit y avoir un rapport de racine de 2 entre chaque valeur. C'était le seul truc. Et là, on demande de calculer la surface. Pareil que tout à l'heure, c'est exactement la même démonstration. On voit que la surface a augmenté. On passe à 2,52 cm. Et ce qu'on vous demande, c'est entre le premier et le second réglage, qu'arrive-t-il au nombre d'ouvertures et à la surface d'ouverture? Donc le nombre d'ouvertures, il a augmenté. Il a été divisé par racine de 2, il a diminué. Et donc, comme il a été divisé par racine de 2, la surface d'ouverture, elle, est multipliée par 2. Et en fait, à chaque fois qu'on passe d'une valeur de dague à l'autre, on multiplie la surface d'ouverture par 2. C'est simplement pour ça qu'on a choisi, en fait, sur les appareils photo, des valeurs telles que je vous avais présentées avant. À chaque fois qu'on passe d'une valeur à une autre, on multiplie par 2 la surface d'ouverture. Donc en fait, on multiplie par 2 la quantité de lumière qui rentre à chaque fois. Je crois que c'était juste ça. Voilà. Donc quand on passe d'un n à son suivant, on le multiplie par racine de 2. Et donc, c'est diviser le flux lumineux par 2. L'image, elle sera plus sombre, à moins d'augmenter le temps de pause. Donc, quand vous passez d'un n à un n plus grand, vous divisez la surface par 2, donc vous divisez la quantité de lumière qui rentre par 2, et donc l'image sera plus sombre. Alors comment est-ce qu'on contrecarre ce truc-là? Pour faire rentrer autant de lumière, il faut laisser l'obturateur beaucoup plus longtemps. On va prendre un plus grand temps de pause. Sauf que si on prend un plus grand temps de pause, il ne faut pas que le sujet soit mobile. Sinon, ça va faire un effet flouté, etc., etc. Et c'est là-dessus qu'on va travailler vendredi. On va essayer de comprendre ces choses-là. Voilà, c'était pour ce cours d'art appliqué en visio du mercredi 25/3/2020. Les autres, il va falloir qu'ils se connectent. Pareil, je mettrai une note d'investissement de présence sur la plateforme, etc., etc. Je saurai maintenant qui aurait été connecté. On y va doucement, on finira tranquillement, on va faire tout ce qu'on peut. On a encore pour 4 semaines de confinement. Monsieur, pour la rentrée locative, c'est sûr? Non. Ne pas écouter ce que dit notre ministre. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire, on ne sait pas du tout où on va en être, donc ça va, ça. Et bon appétit à tous et à toutes. Et on se retrouve vendredi, 9h. Donc moi, le lycée ouvre à 9h moins le quart, le temps que je branche tout. Dès que j'arrive, je branche et je vous envoie l'invitation pour la connexion. D'accord?
On fait comme ça, et bah, vendredi. Hop. Là, je coupe.